Olivier Malcura, on te connaît surtout pour ta voix et ta plume au travers des podcasts du Podcapsuleur et des articles de Bière Actu. Mais là, on a la chance de t'avoir en chair et en os. Donc est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore ? Olivier Malcura, j'ai 43 ans. Je suis journaliste depuis 25 ans et même un tout petit peu plus. Journaliste issu du monde de la radio. Ça s'entend. Et voilà, et puis je suis venu à la bière un peu par accident. J'ai quitté ma dernière radio en 2017 et il y avait un besoin de mettre en place des formations pour des gens de radio parce que c'est un média qui évolue très vite et qui se renouvelle sans cesse. Et je me suis dit que c'était ce que je voulais faire. Je travaillais dans une radio associative auparavant où j'avais formé beaucoup de bénévoles. Voilà, j'avais cette envie de me mettre à faire de la formation. Donc j'ai créé un organisme de formation et j'ai commencé à barouder un petit peu partout en France dans les radios pour aller rencontrer des journalistes et des animateurs. Et puis... ça part de là, quoi. Ça part de là. J'enseignais, j'avais une formation, un programme de formation dédié aux techniques d'interview, mais je ne pratiquais plus l'interview radio. Je faisais encore des interviews pour l'écrit, puisque je collabore à un magazine pour les professionnels de la radio, mais je n'avais plus d'interview radio, et je me suis dit, ça me manque, et il faut que je m'y remette. Voilà, j'ai travaillé pendant 11 ans dans une radio dans le Nord, j'ai rencontré énormément de brasseurs qui revenaient de concours avec des médailles, ça donnait lieu à des interviews. Et je me suis dit, tiens, la bière, c'est une filière en plein développement. Aujourd'hui, il y a peu ou pas de podcasts qui parlent de bière. Mon intention première, c'était pas de parler de la bière, qui est quand même un sujet très, très abstrait, parce que ce que je vais aimer, toi tu vas pas l'aimer, ce que tu vas aimer, je vais pas l'apprécier. Très subjectif. C'est hyper subjectif. Mais par contre, les brasseurs ont tous des parcours différents, et ça, c'était, voilà, pour de l'interview, c'est génial. J'ai rencontré des gars qui étaient contremaîtres sur des chantiers, j'ai rencontré des gars qui étaient banquiers, j'ai rencontré des gars, ou des femmes d'ailleurs, qui ont eu une autre vie avant de devenir brasseurs. C'est fou, parce que c'est vraiment, brasseur, c'est le typique, enfin l'atypique est typique chez les brasseurs. C'est ça. C'est ça, ils ont tous un parcours différent. Alors après, ils se forment un peu sur le tas grâce aux formations qu'on connaît. Mais voilà, comment est-ce qu'on devient brasseur ? Aujourd'hui, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de chemin tout tracé. Et donc, ils ont des choses à raconter. Et c'était vraiment ce qui m'attirait, c'était de parler du bonhomme ou de la bonne femme. Et ensuite, parler de sa façon de faire la bière et terminer par une dégustation, parce que c'est pas le moment le plus désagréable. Quand même. Mais du coup, quelque part, c'est la bière qui est venue à toi au travers des brasseurs. Exactement. Moi, je dis toujours que je suis arrivé dans le milieu de la bière par opportunisme. C'était comme ça quand je suis arrivé. Parce que quand on est journaliste, on est curieux de tout. Et le jour où j'arrêterai d'être curieux, j'arrêterai d'être journaliste, parce que voilà, il faut que je puisse m'intéresser au monde qui nous entoure et à tous les sujets qui font notre quotidien. C'est venu comme ça, par les rencontres avec des brasseurs. J'ai appelé 2 personnes. J'ai appelé Annick Castelin, qui était encore aux commandes de la brasserie Castelin à l'époque, avec qui j'avais énormément sympathisé parce que c'est une femme adorable. Je lui ai dit, voilà Annick, j'envisage de faire un podcast sur la bière, ça se passerait comme ça, qu'est-ce que t'en penses ? Elle m'a dit, c'est une idée géniale, vas-y. Derrière ça, j'ai appelé Vincent Bogart de Page 24, je lui ai dit la même chose, et il m'a dit, c'est une idée géniale, vas-y. Et c'est comme ça qu'est né le Podcapsuleur. Un peu par accident hein, finalement, et puis un heureux accident. Au gré de mes déplacements en France pour aller dans les différentes radios pour mes formations, je m'arrangeais pour arriver la veille et aller rencontrer des brasseurs dans les brasseries. Et puis suite à ça, donc le Podcapsuleur a fait son petit bonhomme de chemin. Suite à ça, je recevais des emails de brasseurs qui me disaient « Tiens, on a une nouveauté, tiens, on a une actualité, tiens, on a un truc ». Alors évidemment, en France, il existe un magazine de référence qui est Bière Magazine, qui a beaucoup d'avantages, mais peut-être un inconvénient, c'est d'être trimestriel. Et pourtant, il y en a des choses à dire sur la bière. Et voilà, et la bière, en fait, il y a des choses à dire tous les jours. Et c'est là qu'est né Bière Actu. Il y a 1 an et demi, c'était juillet 2020.
J'ai eu un bon bout de confinement pour travailler le projet, commencer à écrire des articles qui n'étaient pas lus puisque le site n'était pas en ligne, mais je voulais attaquer avec un fond, voilà, pour quelqu'un qui découvrait le site se dise pas tiens il y a 3 articles, merci, au revoir. Bien sûr. Voilà, avoir mais ça prend du temps, quelque et de chose l'énergie, de convenable à présenter aux lecteurs. Le site a ouvert le 12 juillet 2020. Voilà, et depuis, c'est l'explosion, quoi. Tu as quand même réussi à ouvrir Bière Actu en plein Covid. Oui, j'avais le temps. Hein. Ouais. Non, mais puis il y avait des choses à dire. Pendant le Covid, j'avais lancé un truc que j'avais appelé la chaîne solidaire du Podcapsuleur, qui permettait aux brasseurs de présenter des initiatives, essentiellement des initiatives de solidarité pour cette période de crise, parce que, rappelle-toi, on ne savait pas où on était, ni où on allait, ni combien de temps ça allait durer, cette épidémie, à quelle sauce on allait être mangé, on savait rien. Quand on prenait sa voiture pour aller faire les courses dans un drive, qu'on avait mis le masque et machin, on avait l'impression d'être un super-héros, quoi. C'est vrai. Et qu'on avait survécu à un truc inimaginable. Bref, donc Bière Actu s'est mitonné dans ma petite cuisine pendant le confinement, grâce à une super collaboratrice qui s'appelle Nathalie, avec qui je travaille depuis 15 ans, puisqu'on bossait déjà ensemble à l'époque où j'étais dans ma radio précédente. Ouais. Et c'est elle qui m'a aidé à développer le site. Là aussi, c'est pareil, on ne savait pas où on allait, quelle rubrique, quel machin, enfin comment alimenter tout ça. Et puis finalement, ça s'est fait un peu naturellement. Le site a été lancé, tout de suite, ça a été... je ne veux pas parler d'explosion, mais ça a tout de suite bien pris. Les brasseries ont aussi pris le réflexe de communiquer avec Bière Actu en envoyant leurs infos, en passant des coups de fil. Au début, je ne te cache pas que c'est quand même tu passes un temps fou, et c'est très chronophage sur les réseaux sociaux, à aller surveiller ce que font les uns et les autres. Tiens, quelle brasserie a fait quoi? Est-ce que ça peut faire un article? Est-ce que c'est suffisamment puissant une matière suffisamment puissante pour donner lieu à quelque chose de bien, ou est-ce que c'est un petit événement anecdotique, voilà. Donc au démarrage, il y a beaucoup de travail de recherche d'informations, et après les choses viennent pratiquement toutes seules. Et puis il faut dire que les gros appellent les petits, c'est-à-dire que les grosses entreprises brassicoles qui ont 18 services communication et 23 attachés de presse, ceux-là, t'inquiète pas qu'ils t'ont repéré, et qui t'arrosent de tout leur communiquer dès qu'il se passe un truc chez eux. Donc derrière, forcément, les petits disent « Attends, et moi aussi, il faut qu'on parle de moi. » Et tu sens un déséquilibre vraiment par rapport à ça? Non. Ouais. Non, parce que t'es pas orienté craft ou indus, toi, le clivage là-dessus, tu t'en fous un peu. Toi, c'est juste bière, l'info sur la bière qu'il faut savoir. De la plus artisanale à la plus industrielle, uniquement la bière. Après, je m'intéresse pas aux brasseries qui font des spiritueux, par exemple. La partie spiritueux va pas m'intéresser. Ceux qui font du soft ou du hard seltzer, ça va pas m'intéresser. Je me concentre uniquement sur la bière. Parce que c'est pas intéressant, j'allais te dire, le hard seltzer. Le hard seltzer, c'est le hard seltzer. Voilà. Ça, c'est dit. Mais en tout cas, tout ce qui touche à la bière, oui, ça m'intéresse. Ça peut être des trucs très perchés. Tu vois, cet après-midi, on est allé visiter la Malpolon. Okay. Voilà, qui fait du vieillissement, qui fait de la barrique. Il y a de l'expérimentation là-bas. Voilà, il y a des choses très, très intéressantes et super bonnes. Bon, génial. En même temps, j'oublie pas que aujourd'hui, 90% des Français boivent de la bière industrielle, et que ce qui se passe chez les industriels, ça intéresse aussi les lecteurs. Tout à fait. Alors moi j'ai une petite question pour revenir sur le Podcapsuleur, parce que c'est avec ça que tu as commencé. Pourquoi le Podcapsuleur? Est-ce que tu as hésité entre plusieurs noms? Ça s'est fait comment? Alors, à côté de mon activité de formation, je travaille pour un magazine qui s'appelle La Lettre Pro de la radio, qui est donc un magazine professionnel pour les gens de radio. Les éditions HF qui éditent ce magazine ont lancé il y a 2 ans maintenant un petit livret fascicule qui doit paraître 3 ou 4 fois par an, qui s'appelle Le Pod. Et dans Le Pod, qui est un format poche, c'est de la suggestion de podcasts.
Donc, c'est surveiller ce qui se passe dans le monde du podcast, écouter des podcasts, faire des mini-chroniques de quelques lignes sur des podcasts pour donner envie aux gens qui récupèrent ce truc d'avoir envie d'écouter du podcast. Ok. Donner envie aux gens d'avoir envie. Oui, mais c'est une possibilité. On s'est compris. Et en fait, donc, je surveillais un petit peu ce qui se passait dans le monde du podcast. Je sais par les chiffres d'audience et les statistiques que tout ce qui touche à la food, ça cartonne en podcast. Ouais. Mais justement, il y en avait déjà trop. Sur le vin, il y avait plein de podcasts, et sur la bière, il n'y avait pas. Ok, tout était Honnêtement, il y avait les Péteux de Brou, mais je crois qu'ils avaient déjà arrêté. Et il y avait Binous USA, qui est fait par, comme chacun sait, par 2 Français en Louisiane, mais qui est un podcast qui parle de bière, puis de tourisme, voilà. En même temps, la bière amène à tout, hein, donc c'est pas... La bière amène à tout. Ouais. Non, mais il fallait se démarquer, il fallait faire quelque chose de différent. Bon, après, moi, j'avais mon expérience journalistique, et je me souviens de Maxime Piquette, qui est le fondateur de Ocha, qui est donc une boîte d'hébergement de podcasts, qui héberge le Podcapsuleur. Et Maxime disait un jour dans une discussion, ce qu'il ne faut pas dans le podcast, c'est avoir la voix de Dieu. Alors, merde. Je lui dis, c'est quoi la voix de Dieu ? Et il me dit, la voix de Dieu, c'est la voix du journaliste qui parle avec autorité, parce qu'il est là pour faire passer une information, et qu'il faut que son information soit crédible. Et donc, il y va. Et c'est vrai que quand on regarde un présentateur à la radio ou à la télévision, il a une certaine prestance et une certaine autorité. Alors je me rappelle, je me souvenais de ça, et puis je me rappelle de mes débuts du Podcapsuleur, je faisais mes premiers trucs, et j'essayais de faire le mec qui connaissait rien, tu vois, le gars qui avait jamais parlé dans un micro. Et en fait, ça sonnait faux, ça marchait pas. Et c'est comme si tu faisais semblant de pas savoir nager, quoi. C'est ça. Compliqué, quoi. C'est ça. En fait, chasser le naturel, il revient au galop, et t'arrives pas à te défaire de ça, parce que c'est mon... Voilà, c'est 25 ans de ma vie, quand même. Ça fait 25 ans que je parle dans un micro tous les jours, quoi. J'arrivais pas à m'en détacher. Et je me suis dit, au final, maintenant, c'est un peu à ça qu'on te reconnaît aussi. Je vais essayer. Et en fait, mais tu crois pas si bien dire, parce que c'est assez hallucinant, et j'en fais expérience assez régulièrement dans les festivals, ou dans les... un jour, j'étais dans un bar à Lille, puisque je vis dans le Nord, et j'étais au comptoir en train de discuter avec le barman, à l'époque où on pouvait encore rester debout au comptoir, et il y a un client que je connaissais pas, que j'avais jamais vu, qui rentre et qui dit « Mais vous êtes la voix du Podcapsuleur ». Petit rayon de lumière qui arrive. Non, mais c'est bluffant. Enfin, j'ai pas la voix de Jean-Pierre Pernaut ou de Jean-Pierre Coff, tu vois. Mais voilà, il avait reconnu ma voix. Mais t'as quand même une voix qui se distingue. Donc il y a une marque de fabrique. Je parle peut-être avec la voix de Dieu, mais j'ai essayé de faire autrement et j'y suis pas arrivé. T'as jamais pensé à faire de la SMR ? Comme ça. Ouais, non, c'est moins ouf. Ça marche pas. Mais cela dit, Podcapsuleur. Ça marche bien. C'est le Podcapsuleur. Pourquoi pas, écoute, pour le 1er avril, moi je demande à voir ou à entendre. Je voulais te demander aussi comment tu prépares et comment tu réalises tes podcasts. Est-ce que tu te dis, ok, je vais faire un tir groupé, je vais aller là-bas faire toutes les brasseries qu'il y a dans le coin. Est-ce que tu te balades avec quel équipement pour peut-être les gens qui auraient envie de se lancer dans le podcast, pas forcément en bière, hein, mais qui te regardent là et qui t'écoutent. Comment tu fais ? Alors l'équipement, c'est facile. C'est le même matériel que j'utilise depuis 2006. Un magnéto d'une marque suisse que connaissent bien les gens de radio, un micro avec une tête un peu carrée que connaissent bien les gens de radio et les gens de télé. C'est du matériel qui a fait ses preuves. On verra dans les commentaires ça. Je fabrique moi-même mes cordons pour avoir la bonne distance et pas avoir des rouleaux de câbles qui traînent par terre. Je prends juste ce qu'il faut, voilà, je bricole mon truc dans mon coin. Et ça fonctionne très bien. Okay. Depuis 2006, c'est le même matériel, donc ça ne bouge pas et la carte mémoire est suffisamment puissante pour faire du stock. Ensuite, comment est-ce que j'organise mes déplacements ? C'est au gré de mes déplacements pour les formations radio ou autres, parce qu'il m'est arrivé en vacances, je ne sais pas où, en Vendée, d'aller enregistrer un podcast qui sera bientôt diffusé. Avec la bière, on est toujours en vacances, mais jamais vraiment non plus, je crois. C'est ça. Mais ouais, ça s'arrête jamais, hein. Ça s'arrête jamais. Mais par exemple, la brasserie L'Opercule que j'étais allé visiter à Senones dans les Vosges, c'était à l'occasion de vacances en famille dans les Vosges. Et t'as dégainé ton micro, hop, ouais, parce que je l'ai toujours avec moi, je l'ai là, hein, si tu veux le voir. Ça, j'ai appris, tu sais, à l'armée, on me dit il faut dormir avec son FAMAS dans le sac de couchage.
Moi, je dors avec mon micro. Oui, monsieur. Ok. Et alors, est-ce que ça t'est arrivé, par contre, d'avoir des gens qui t'ont sollicité et de le refuser? Non. Ok. Donc, en gros, on est un brasseur, on a envie de se faire un peu connaître ou de parler de sa brasserie, de son amour pour la bière, de sa façon de faire. Oui. On te contacte. Oui. Ok. Oui. Tu peux le dire en regardant la caméra, ça, je pense. Oui. Tant qu'on parle de bière, on me contacte et on parlera de bière ensemble, avec plaisir. Nickel. J'ai envie de te demander, pour une question bête qu'on a déjà dû te poser, mais imagine, tu es depuis 10 ans sur une île déserte, tu crèves la dalle, tu te crèves de soif, tu bois de l'eau de mer, t'en peux plus, et tu vois une petite cargaison qui arrive d'un bateau qui a dû faire naufrage quelque part avec une bière dessus. Tu rêverais que ce soit quoi à l'intérieur? Ah, je pense une Pils. Une bonne Pils, ouais. Ouais. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus de l'eau, non? C'est pas ça la réponse. Je sais pas si c'est pris comme un compliment, mais non. ok. Non, mais une bonne Pils, parce qu'une bonne Pils, la Pils, si c'est bien fait, mais moi je peux passer une soirée avec de la Pils, quoi. Ouais, avec une Pils, la soirée elle est vite finie, mais avec plusieurs Pils, ok, ouais, d'accord, pas de problème. Ok. Faut prévoir les toilettes pas trop loin. Ça fait pilser. Allez, en parlant de la blague, ton expérience que tu as eue la plus bizarre avec de la bière, Ah. que ce soit totalement éclaté à 2h du matin par exemple, quand tu appelles des gens, n'est-ce pas? Alors ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé parce que... non, mais vraiment, ça m'est jamais arrivé parce que je connais mes limites. Okay. Et que je n'aimerais pas voir le bonhomme que je deviendrais si j'étais dans cet état-là. D'accord. Il m'est déjà arrivé d'être un peu éméché, mais pas au point de me faire ramener par d'autres, voilà, d'appeler un ami de 50-50, tout ça, non. 50-50. Ok, l'ami. Écoute, tu as un ami. On pourra couper ça? Non, ça reste. Ok. Et à non, mais je pensais que tu parlais expérience gustative. Oui, s'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué, il y a une bière qui ressort du lot. Si je te dis ça, il y a forcément un truc qui va flasher dans ton regard. Oui, parce qu'il y a une... En fait, je suis pas très... J'étais à l'époque, au début du podcapsuleur. En fait, pour resituer les choses, moi, je dis toujours que j'ai découvert la bière en arrivant dans le Nord. Ouais. Parce qu'avant, je buvais n'importe quelle bière industrielle, voilà. Et puis, on est tous passés par là. Avant, il y avait finalement assez peu de brasseries artisanales, donc c'était très compliqué voilà. Et en arrivant dans le Nord, j'ai commencé à rencontrer des brasseurs, des brasseries, à goûter des nouvelles choses, et c'est là que j'ai découvert, mais ne serait-ce qu'une bière comme Ch'ti ou comme Trois-Monts ou comme Jeanlin, par exemple, pour citer trois grandes références du Nord, ça avait quand même pas le goût d'une 16 ou d'une... voilà. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir que la bière pouvait avoir un autre goût que ce que je connaissais jusqu'à présent. Après, j'ai goûté des tas de choses, et c'est là vraiment que j'ai commencé à m'intéresser à la bière. Mais les bières noires, c'est encore un domaine un peu mystérieux pour moi. Je peux en boire, j'en boirai pas des litres, j'en boirai pas des pintes, mais je sais l'apprécier de plus en plus, les stouts et compagnie, toutes ces choses-là. Mais je me rappelle que pour ces 15 ans, la brasserie Saint-Germain, page 24, avait fait 15 bières pour ces 15 ans. Bon. J'attends qu'ils en aient 50. Et dans ces 15 bières, il y avait une bière à l'huître fumée. Ouais, on est quand même sur quelque chose qui sort un peu des sentiers battus. Ils avaient mis de la coquille d'huître fumée. C'était noir, et Vincent Bogart me dit, non, ça c'est 33 centilitres, mais ça se partage à 3, c'est vraiment fait pour la dégustation. Et je pense que cette bière-là m'a peut-être fait encore moins aimer les bières noires. Je dis pas qu'elle n'était pas bonne, parce que, encore une fois, c'est hyper subjectif, mais c'était pas à mon goût, je l'avais goûté avec plaisir, mais j'avais été très surpris, pas traumatisé non plus. Séduction ratée, quoi. Après, dans les bières avec lesquelles j'ai peut-être le plus de mal aujourd'hui, c'est peut-être plus les bières au malt fumé, si c'est trop fumé, quoi. Si c'est saucisse de morteau, je vais pas prendre un pied incroyable. Au petit-déj, avec les saucisses. Et les œufs. Et en termes de visite, alors je vais pas te demander de citer la brasserie qui t'a le plus plu ou quoi, parce que j'imagine que c'est compliqué, c'est comme si on te demande ta musique préférée. Mais s'il y avait vraiment une expérience parmi tant d'autres qui ressortirait, ce serait laquelle ou lesquelles? Alors, une visite qui m'a beaucoup marqué,
c'est celle de la brasserie, alors évidemment son nom m'échappe, Matrina America, Oui, à Saint-Dié-des-Vosges. Elle a une sacrée Claude. histoire, celle-là. Claude, le type est incroyable. Il était designer. Toute sa vie, il a dessiné des meubles pour des fabricants de meubles. Et il rêvait de devenir brasseur. Il s'était formé. Il avait suivi une formation pour devenir brasseur. Mais il s'est dit, ouais, si je me lance dans la bière maintenant, je vais peut-être plus trop réussir à faire bouillir la marmite. J'ai une famille. Et il a attendu d'être retraité pour s'acheter une brasserie impeccable, une petite Rolls, comme savaient faire les retraités. Ouais. Et aujourd'hui, il fait sa bière, elle est vendue au Cora du coin, et voilà, il a une distribution très, très locale, il le fait plus par passion, mais il a une belle petite installation, c'est pas un truc gigantesque, mais c'est une belle petite installation, bien plus élaborée que ce que fait un brasseur amateur, par exemple. Et ça, moi, j'avais trouvé ce gars vachement touchant, passionné, mais voilà, pour ma famille, j'attendrai, mon plaisir et ma passion viendront plus tard. Voilà, il fait une bière qui est incroyable, ça c'est génial. Après, un très bon souvenir aussi de brasserie, c'était avec Édouard Hague, donc nouveau patron de la brasserie Météor, qui a pris la suite de son père Michel. Le gars, il a 35 ans, il est patron de 200 personnes, c'est une belle brasserie. Tu sens qu'il y a quand tu croises les gens, quand tu discutes avec eux, tu sens qu'il y a une espèce de... C'est comme dans une équipe de foot, quoi. Il y a une solidarité, voilà. Ouais. Mais Ils moi sont j'ai vu contents de venir au boulot. ça un peu comme une sorte de sanctuaire de la bière alsacienne, même presque française. Ouais, je pense que ça en est un, ouais. Et c'est vrai que c'est assez bluffant et touchant, et c'est quelque chose qui te traverse quand tu vas là-bas. Et c'est assez incroyable. Et je comprends que ça t'ait marqué. Et puis ils ont très bien aménagé la Villa Météor. Voilà, il y a une histoire à raconter, il y a une tradition. C'est 1640. Enfin, c'est impressionnant. Et alors, je me rappelle que le jour de la visite, j'étais avec mon copain Benoît du podcast Bière et Moustache, et parce que c'était en Alsace, donc il jouait à domicile, et on va à Orfelden, et voilà, on n'aurait pas dû rencontrer Édouard, et puis finalement, je sais pas comment, ça s'est goupillé, et c'est lui qui nous a fait la visite. Alors c'était au mois d'août, tu mets une blouse synthétique, tu as une charlotte sur la tête, des lunettes de protection, plus le masque parce que Covid. Et là, on te dit, bon, il y a je ne sais plus combien d'étages, et l'ascenseur est en panne, le monte-charge est en panne. Alors, et là, c'est Fort Boyard, quoi. Et alors, ce qui est très intéressant quand on visite cette brasserie, c'est qu'on voit l'évolution. Tu parlais de sanctuaire, et c'est très vrai. C'est-à-dire qu'il y a les différentes époques. Ils ont encore des cuves incroyables, je ne sais pas si ça doit être de la fibre de verre ou je ne sais pas dans quoi. Les sous-sols. Les trucs à fond plat, là, c'est juste improbable, quoi. Aujourd'hui, tout est en inox, tout est... On dirait des cubis géants. Ouais, c'est ça. Ils ont encore tout ce vieux matériel, mais ça fonctionne, donc il n'y a pas de raison d'en changer, et l'histoire continue de s'écrire, quoi. Et il y a aussi le truc génial, c'est qu'ils ont repoussé, agrandi la brasserie, puis un beau jour, ils sont tombés contre la clôture du voisin, donc c'était plus possible de... Et puis, la brasserie est longée par une nationale, donc ils ont acheté le terrain en face de la nationale, ils ont construit des hangars, et pour aller de la brasserie au hangar, paf, un tunnel. Et ça, c'est magnifique. Donc, tu as des palettes qui transitent dans ce tunnel, palettes de fûts, palettes de bouteilles, etc., pour rejoindre le stockage où les camions peuvent faire demi-tour et où ont lieu les expéditions. Tu parlais de Matrina America tout à l'heure, là, de Saint-Dié-des-Vosges. D'ailleurs, on salue la cabane au Darou. Je ne sais pas si tu t'es arrêté dans cette cave à bière qui est incroyable. Et en fait, est-ce que toi, tu as eu ou tu as envie d'avoir une expérience en tant que brasseur, amateur, ou c'est quelque chose que tu garderais aussi plutôt pour la retraite? Les deux, mon capitaine. Mais oui. Non, alors j'ai déjà pareil, j'ai une expérience de brasseur amateur, mais malgré moi, parce qu'un beau jour, à Noël, ma femme a eu l'idée de m'offrir le kit de brassage, tu sais, avec la boîte de cirage là, que tu fais fondre au bain-marie. Okay. Le mou tout prêt. Ouais. Voilà, bon, alors j'ai commencé ma première bière, et puis je m'étais planté, j'ai mis trop d'eau, donc c'était un peu flotteux, c'était pas... Ça se buvait, hein, mais c'était pas... La première expérience de brassage est toujours un peu effrayante. Sensationnelle. Ouais. Ah bah, c'est flippant. Ouais. C'est flippant, tu te dis, est-ce que j'ai tout bien fait? Est-ce que je suis dans le bon sens? Est-ce que ça va aller? Ah, c'est incroyable. Ouais, ça va peut-être te faire marrer, mais c'est en fait, la première fois que j'ai brassé, ça m'a rappelé, avec quelques années en moins, ou en plus, quand j'avais eu un Tamagotchi.
Ouais, c'est tu ça. te retrouves avec un petit truc en fait qui sert à rien. Et en fait, t'es complètement dépassé. Tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire là? Est-ce que je vais le rater? Est-ce que je vais le foirer? Exactement. On s'en bat les couilles. Exactement. Si tu rates, tu recommences. Bah c'est pas oui, grave. c'est ça. Mais t'es flippé, hein, la première fois, t'es flippé. Et puis la deuxième fois, j'ai brassé dans une grande marmite avec du grain. J'avais un brasseur qui m'avait donné quelques ingrédients qui me l'avait même concassé. C'était génial. Et j'ai brassé comme ça. Bon, c'était pas terrible. La troisième était mieux. La quatrième était très bien. Et la cinquième, elle arrivera bientôt. Là. Ok, on parle toujours de bière. Hein. On parle toujours de bière. mais voilà, non, j'ai une toute petite expérience de brasseur amateur, mais je suis fasciné par les brasseurs amateurs. C'est incroyable. Ce que certains arrivent à faire dans leur cuisine avec 3 fois rien. Quoi. C'est fou parce qu'il suffit de pas grand-chose, mais en même temps, c'est tellement facile de le foirer. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on a des facilités, mais je pense qu'il y a 1000 ans ou même il y a une centaine d'années, c'était pas ça, quoi. Ah ben là, si t'as mal nettoyé ton seau, c'est terminé. Et ouais. Et c'est de l'inox. C'est pas grand-chose. Hein. Donc, dans tes vieilles cuves en bois, là, qu'est-ce que tu faisais, quoi? Ou en terre. Est-ce que tu pourrais, en enlevant la casquette podcapsuleur et bière actu, Olivier, toi, qu'est-ce que tu penses du clivage et peut-être du bashing qu'il peut y avoir Indus et craft? Est-ce que tu penses qu'il y a une limite qui peut se poser vraiment à un moment? Est-ce que c'est trop flou pour être défini? Moi, je pense que oui. Alors, oui. À partir de quel moment est-ce qu'on devient industriel? C'est la question. Ouais. Je pense que pour moi, ce qui définit l'industriel, c'est pas la taille de la marmite. Par contre, bon, évidemment, on se pose la question du brassage haute densité, mais surtout, je pense que c'est quand on sacrifie les matières premières. Ouais. Par souci d'économie, on va grappiller, on va mettre des extraits, on va mettre du riz, on va mettre du machin, pour faire des économies. C'est sûr que quand tu sors 15 000 hectos par jour, tu te dis, en termes de poids de matière première, ça fait quand même gagner un peu ou économiser un peu d'argent. Est-ce que ce choix-là, tu es obligé de le faire ou pas? Quel impact ça a sur le goût? C'est ça. Donc, tant qu'on ne sacrifie pas les matières premières, on peut rester avoir cette étiquette de brasserie artisanale. Et justement, là, je vais reciter Rémi de Malpolon. Ouais. Qui travaille, lui, avec des malteurs locaux, des petites malteries. Il ne veut pas avoir à parler aux gros, il est artisan, il veut bosser avec des artisans. Et pour son houblon, hop, il va se sourcer en France, en Alsace, il va se sourcer en Espagne, il y a un vrai etc. travail de sourcing, vraiment. Mais voilà, il ne cherche pas à avoir des trucs qui ont traversé la... Et je trouve que c'est super intéressant, parce que tu peux faire des bières excellentes avec des matières premières que tu as sous la main. Complètement. Elles n'ont pas besoin de traverser 3 fois la planète. Je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est pas à moi d'en juger, mais on peut faire des choses bien avec des matières premières qu'on trouve près de chez soi. Surtout en France, on a tout ce qu'il nous faut en vrai. Exactement. Donc, pas étortillé. Après, il y a des phénomènes de mode et... Aussi. Mais c'est vrai que le dernier houblon à la mode, si on l'a pas, on l'a pas. Ouais. Puis c'est aussi ça un peu la craft beer, hein, c'est d'aller dans la nouveauté, la recherche et tout. Mais est-ce que, pour faire une question inversée, tu pourrais me donner un aspect négatif des bières craft et un aspect positif des bières Indus? Oui. Ou Alors, 2 ou 3, hein, si t'en as. Là, je vais citer Cyril Hubert. Mieux vaut une bonne industrielle qu'une mauvaise artisanale. Ok. Du coup, tu as fait d'une pierre deux coups. Je pense que c'est bien. Ouais. Oui. Moi, je peux prendre plaisir à boire une 1664. Je l'affirme. Non, mais très bien. Et je peux prendre plaisir à boire, et je peux être écœuré ou déçu par une bière artisanale. Fumer aux huîtres. Non, parce que j'ai pas dit qu'elle était pas bonne, attention. J'ai dit qu'elle n'était pas à mon goût. Est-ce que tu vois, on est dans les clivages là, mais toi qui es quand même quelqu'un du Nord, est-ce que tu te sens de plus en plus attiré par ce qu'on fait dans le Sud? Parce que là, on est à Montpellier aujourd'hui. Oui. Tu as visité la Malpolon. Là, on est au Réservoir, où il y a Brewing Bears et Sacrilège. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution des brasseries du Sud? Parce que c'est quand même, dans l'inconscient collectif, plutôt une terre de vin. Et généralement, quand tu montes dans le Nord, on te dit « mais qu'est-ce que tu fous là-bas ?» Oui.
Alors oui, c'est vrai que dans le sud, il y a peut-être moins la tradition brassicole que dans le nord. Mais je crois qu'en nombre de brasseries, c'est Auvergne-Rhône-Alpes qui est en tête aujourd'hui du nombre de brasseries en France. Après, oui, on fait de la super bière à Montpellier, hein, on peut le dire, on fait de la super bière à Marseille, on fait de la super bière à Toulouse. Je précise que tu n'es pas Anjou, tu n'es pas menacé quand tu dis ça. Mais, et de plus en plus, les vignerons se mettent à la bière. Il y a de plus en plus de vignerons qui se mettent à la bière, parce que les mecs, ils ont compris. On peut trouver des matières premières toute l'année. Puis il y a une synergie qui se fait de plus en plus en allant à la Malpolon. Tout à l'heure, tu as sûrement dû voir leur chai. Oui. Et ils font beaucoup de vieillissement en barrique aussi, et de blend. Ça, c'est très intéressant. Je l'avais vu aussi en Alsace. Les collaborations entre vignerons et brasseurs, c'est génial, quoi. On arrive à des bières qui sont d'une qualité incroyable. Gustativement, finalement, on ne sait pas si c'est du vin ou si c'est de la bière. Ouais, il y a vraiment une synergie et pareil, les frontières sont floues, on ne sait pas trop où on est. Il y a des choses très intéressantes. Ouais. C'est vraiment des nouveaux goûts en plus. Enfin, c'est des compositions de goûts qu'on connaît mais qui donnent quelque chose de nouveau et c'est ça qui est incroyable, quoi. Et c'est peut-être ça qui contribue aussi à amener, parce que c'est aussi un cheval de bataille des gens de la bière, amener la bière sur la table des restaurants. Complètement, mais elle y a carrément sa place. C'est des initiatives comme celle-là qui vont le faire. Quand j'ai fait ma série de podcasts sur les brasseries belges en Belgique, j'ai eu un dîner mets et bière dans un restaurant un soir, et c'était génial, quoi. C'était génial. Pas bu une goutte de vin, mais des trucs cuisinés à la bière. La bière dans la cuisine aussi, c'est incroyable. La bière dans la cuisine, moi, ça a été ma vraie grande découverte et j'ai du mal à m'en passer maintenant. Et il n'y a pas que la carbonade. Hein. Et il n'y a pas que la carbonade. Mais la carbonade est bonne. Comment est votre carbonade ? Absolument parfaite. Ok. En 2022, à quoi on peut s'attendre avec Bière Actu et le Podcapsuleur ? Oula, ça, c'est une très très bonne question, j'en sais rien. T'en sais rien. Je sais ça, pas. Au gré de tes visites et de tes pérégrinations. Oui, c'est ça, exactement ça. Attends, ça on diffuse au mois d'août ? Au mois de juillet ? Pendant l'été. Ouais, parce que... Si le CNC dit oui à mon projet de cet été. D'accord. Donc on y va. Repose ta question. Ce sera plus facile. Qu'est-ce qui se passe pour le Podcapsuleur et pour Bière Actu en 2022 ? Ça va où ? Alors en 2022, on a terminé en février la saison 5 consacrée aux brasseries belges. Ouais, là, ça y est, tu reprends ta voix du Podcapsuleur, tu t'en rends pas compte. Là, la saison 6 est en cours de diffusion. Je sais pas. L'année dernière, pour l'été, j'avais fait les cahiers de vacances du Podcapsuleur avec les podcasts sur les 4 ingrédients au malt, houblon, levure. C'était génial et ça a fait une belle petite audience. Donc ça a suscité de l'intérêt chez les auditeurs. Voilà. Les conférences qui sont données dans les festivals aussi, j'essaye de leur donner une seconde vie. Parce que quand on a une cinquantaine de personnes assises dans la salle d'un festival, ouais, il y a tout le reste qui voilà, on diffuse la conférence en podcast et en 2 jours, on a 600 personnes qui ont écouté, quoi. Ça permet d'avoir cette ressource et puis de transmettre le message. Donc voilà, le Podcapsuleur reste toujours encore au service des brasseries. Hein. C'est un outil de communication au service des brasseries. C'est un moyen pour les amateurs de bière de découvrir d'autres choses parce que la brasserie n'est pas dans leur région, ils n'ont jamais goûté telle bière, ils ne savaient même pas que ça existait. Ça, combien de fois je l'ai entendu, mais je ne savais même pas qu'il y avait une brasserie là-bas. Voilà, on ne peut pas tout connaître, il y a 2500 brasseries en France, ou 400. Le jour où on aura tout goûté, on aura une sacrée cirrhose, quoi. Ouais, c'est compliqué. Juste une bière par brasserie sur 2500 brasseries dans l'année. Ouais. Je vous laisse faire le calcul. On va se calmer. Est-ce que tu penses d'ailleurs, avec toutes ces brasseries artisanales qui arrivent là et qui se créent, qui continuent à se créer, on va arriver à une sorte de PNR, de point de non-retour, où ça va devenir un peu compliqué, qu'il va y avoir un petit peu de jeu de coude, qu'il va falloir au final accepter qu'il y ait de la concurrence pour se faire sa place? La concurrence existe déjà, j'imagine, même si les brasseurs sont très discrets sur ce sujet-là.
Ça reste, moi, je vois plus ça comme de la camaraderie. Entre les indus, on est clairement dans la concurrence. Oui. Et entre les crafts, c'est pas... Les indus, c'est David contre Goliath, hein. On va pas se mentir. Ouais, mais ouais. Et ils ont encore de beaux jours devant eux, même si ils se réorientent. On voit alors c'est des gros paquebots, donc le demi-tour est pas forcément visible du premier coup, mais quand on suit ce qui se passe, faut pas bloquer le canal. Chez les industriels, notamment en Alsace, voilà. Si on veut pas bloquer le canal, ça prend du temps et ça se fait vraiment à dose homéopathique. Mais en tout cas, bon, clairement, puisqu'ils l'ont dit, Kronenbourg est en train de se repositionner sur sans-alcool. En 2021, il pesait 56% du marché du sans-alcool en GMS. Leur objectif, c'est en 2022 de peser toujours 50%. Parce qu'évidemment, les concurrents sont là. Mais ils veulent rester dans ce domaine du sans-alcool avec la gamme Tourtel Twist. Qui est un peu salue également. Salut Tourtel Twist. Ouais, c'est vrai que le marché de la bière, c'est un marché en progression constante, sauf pour les industriels, il y a toujours une légère régression. En tout cas, il n'y a pas de progression. Il y a une sorte de stabilisation. Bah, ouais, alors... Ils essayent de maintenir d'une façon ou d'une autre. Encore une fois, c'est des gros paquebots. Et eux, quand ils font un brassin, c'est pas 300 € qu'on met dans la marmite, c'est un tout petit peu plus. Et puis surtout, derrière, il faut l'embouteiller, et il faut le distribuer, et il faut le vendre. Donc, mais par exemple, l'année dernière, Kronenbourg a sorti sa gamme Craft 1664. Alors tout le monde a crié au loup, 1664, c'est une gamme Craft. Bon, ils l'ont pas présenté comme Craft. Je pense que c'est moi sur Bière Actu qui ai dit c'est une gamme Craft parce que tu as une French IPA, voilà. Mais en fait, je trouve que c'est une super opportunité pour les brasseries artisanales. C'est ce qui se passe avec Grimbergen. On est en train de vous mettre dans les supermarchés autre chose que les bières standardisées auxquelles vous étiez habitués. Découvrez ces nouveautés, goûtez-les, et après, ça va peut-être vous... Ah tiens, c'est ça le houblon. Ah bah ouais, bah finalement, c'est pas l'idée que je m'en faisais, ou j'ai envie de goûter autre chose, et que fait la brasserie artisanale à côté de chez moi? Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée vers la craft. Ils vont pas devenir beer geeks. Ils vont pas aller sur Untappd, mettre des machins. Mais peut-être. Et justement, tu parlais des beer geeks, et ça me donne envie de rebondir là-dessus un petit peu. Comment tu perçois cet univers-là, ou cette élite-là, les beer geeks et les beer snobs dans le monde de la bière? Parce que moi, je les déteste, je le dis, je m'en fous. Bah, je vais pas me faire des amis, mais franchement, moi, ils me dérangent pas. Je les considère un peu comme des collectionneurs. C'est-à-dire que quand tu ouvres le marché aux puces le dimanche matin sur la place à Montpellier, t'as tous les vieux qui arrivent avec leur caddie à 3 roues, là, tu sais, pour monter les trottoirs. Clac. Ouais. Et hop, et les gars, ils courent de stand en stand, ils disent pas bonjour ni merde. Ils courent de stand en stand parce qu'ils cherchent le truc rare, le truc machin. Après, j'ai été choqué. C'était à Nantes sous pression. Je discutais avec un brasseur de la région de Montpellier. Évidemment, le nom de la brasserie m'échappe là tout de suite. C'était pas Zoubrou, parce qu'ils étaient, je crois, à Nantes. Non, ou c'est pas Montpellier. Le Détour. Ah, c'était peut-être le Détour. C'était Thomas ou Mathieu ou Romain du Détour. Une bière blanche vieillie en fût de chardonnay. Alors ça... Bon, je saurais pas peu te dire. importe. La brasserie qui a fait la bière blanche vieillie en fût de chardonnay, pardon, j'ai oublié Je la mettrai dans la description. de qui il s'agissait. Mais en tout cas, j'étais en train de discuter avec le brasseur, moment super sympa, il me faisait goûter sa bière. Et lui, il buvait une bière qu'il avait prise sur le stand d'une autre brasserie, et c'était une bière un peu couleur rose pamplemousse, tu vois, voilà, rosée comme ça. Et je vois mon beer geek qui arrive, je veux goûter ça, en montrant la bière rose. Ni bonjour, ni merde. Ni bonjour, ni merde, évidemment. Le brasseur lui dit, bah celle-là, elle n'est pas de moi. Et le mec lui dit, bon bah salut. Fin de l'interaction sociale. Ouais, après, ils sont pas tous comme ça. Bah j'espère pas, parce que c'est une secte, c'est pas... Non, mais faut pas dire secte, c'est censuré sur YouTube. Ah. Merde. Je mettrai un bon gros bip. C'est la franc-maçonnerie. Ça passe. Non, mais c'est ni fait ni à faire.
Tu viens dans un festival pour découvrir, goûter, il faut aussi se laisser porter. Ouais, moi je vois ça aussi, je compare souvent la bière et la musique et je vois ça avec les gens qui vont venir te dire mais ce que t'écoutes là c'est de la merde, écoute plutôt ça. Ou des mecs qui sont calés sur du mat rock ou des trucs comme ça qui est inaudible si tu connais pas ou expérimente pas un peu avant. Et c'est trop rédhibitoire en fait. Ça peut plus dégoûter les gens en fait que les inciter à découvrir des choses. Oui, mais la musique tu l'as écoutée. Là la bière il l'a pas goûtée. Ah oui, mais ça c'est son problème. Juste sur la couleur, ou même, je ne sais même pas s'il a regardé la couleur, il n'a même pas demandé, il ne s'est même pas intéressé à ce que faisait le brasseur. Ah bon, qu'est-ce que tu as à nous proposer? C'était le début ou la fin du festival? Ça joue aussi. C'était plutôt début d'après-midi, dans mon souvenir. Ah merde. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé ça d'une violence inouïe pour ce pauvre brasseur qui vient sacrifier un week-end sur un festival pour être avec le public. Ouais. Voilà. Moi, franchement, j'étais gêné. Choqué, déçu. J'étais mal à l'aise pour le brasseur, quoi. En disant, bon, mets-moi 3 pintes, quoi, je vais les boire, mais... en plus, c'était bonne, ça blanche au chardonnay. Elle était magnifique. Autant c'était sacrilège. On est chez sacrilège. Non, je crois pas. Je sais plus. En tout cas, voilà. Et changement de sujet, toujours dans la bière. Disons qu'on est en 2050. Tu vois la bière comment? C'est quoi le style à la mode? C'est quoi les indus, les micros? Ça s'est passé comment? Très bonne question, merci de me l'avoir posée. Déjà qu'on on sait pas ce que sera la bière en 2023. C'est ça. On sait même pas si on sera 2050. Là, en 2023. Non, j'en sais rien. Je sais pas. J'espère qu'il y aura encore de plus belles collaborations entre vin et bière. Ouais. J'espère qu'il y aura une sorte de libéralisation de la possibilité pour les brasseurs de créer sans avoir à se conformer à des règles, à des... voilà, on parlait des 10% de fruits qu'on ajoute dans la bière, à 11%, c'est plus une bière, hein, malheureux. Oui, c'est toujours dommage de baser sa recette sur des chiffres. Être contraint sur des... Enfin, voilà, le pâtissier, on ne lui demande pas s'il a mis 11 grammes ou 12 grammes de vanille dans sa crème pâtissière. Il l'a fait un peu au pif et tout va bien. Je pense qu'il y a des petites lois, des petites règles qui sont là bien pour casser les couilles de nos amis boulangers. Tu crois aussi? Je sais pas, je connais pas du tout, mais je suppose. Triste monde. Triste monde. Triste monde. Ok. Non, mais voilà, j'espère que Mais si, après, je fais confiance à la créativité, mais 2050, c'est beaucoup trop loin. Il y a des tas de variétés de houblon qu'on connaît pas. Aujourd'hui, on a du malt à 6 rangs, il y en aura du transformé 32 rangs. Tout sera possible en 2050. Et qu'est-ce que tu penses de l'évolution des formats aussi de consommation par rapport à la canette, notamment, en France? Ouais, alors ça, j'en sais rien. Je sais que En fait, il y a 3 écoles aujourd'hui. Il y a l'école du verre perdu, c'est la bouteille qu'on jette dans son bac et qui va être recyclée, on ne sait pas trop comment. Il y a la consigne, qui commence à revenir en force, qui n'a jamais quitté l'Alsace, hein. On parlait de Météor. 70%. Ils ont un taux de retour énorme. Comme quoi c'est possible. C'est possible. C'est juste de la discipline. Ouais. C'est juste de la discipline. Voilà, la consigne, donc ça, moi, la consigne, franchement, j'ai envie d'y croire. La canette, j'entends que c'est recyclable à l'infini. Après, je ne sais pas quelle est la température de fusion, ce que ça dégage en CO2, ce que ça machine, ce que ça truc. Ça, j'en sais rien. Donc, j'ai pas d'avis. Non, je pense que en 2050, on boira de la bière en bouteille plastique. Ah les Russes le font déjà. Oui, ou ils ont des canettes d'1 litre, les Russes. Oui. On va pas s'étendre là-dessus. Ok, en fait, ma question, c'est surtout par rapport à l'image de la canette. Oui. Par rapport au clodo, tout ça. Si c'est une bière en canette, c'est vraiment pas bon. Est-ce que tu penses que ça va être amené à continuer d'évoluer? Il y a de plus en plus de gens qui commencent par comprendre que c'est bon, mais il faut faire un petit peu d'éducation là-dessus. C'est comme la villageoise, hein, ça a toujours été dans une bouteille plastique. C'est pas mauvais pour autant. Bonjour à Vinstache aussi, qui a fait un formidable épisode sur la villageoise. L'image de la canette, je sais pas. Je sais pas. Je pense là où on ne peut pas discuter sur l'intérêt de la canette, c'est la solidité du contenant,
c'est sa légèreté, c'est sa capacité à être empilé, emboîté dans les rayons d'une bière ou même dans un carton, alors qu'une bouteille, quand on a mis 6, eh ben, tu fermes et tu as plein de vide. Ouais, et ça casse. Et ça casse. La canette, ça s'empile, il y a moins de vide, et à moins d'y aller avec un truc pour percer, il n'y a pas de raison, que ça s'abîme. Ouais. Bon, je crois que l'idée du goût métallique, c'est plus un débat aujourd'hui. Pourquoi pas, hein, aujourd'hui, la canette, c'est un dérivé de la boîte de conserve. Complètement. Quand on achète du thon en miettes, on ne se pose pas la question de savoir d'où vient le thon en miettes et s'il a un goût de métal. Non, après je mange rarement le thon à la conserve, hein, je t'avouerai. Mais... Il y a du mercure, mais c'est autre chose. Ah oui, ça aussi. Est-ce qu'il y a une brasserie que tu rêves de visiter, que tu n'as pas encore visitée? Alors, il y en avait une que je rêvais de visiter, mais je ne l'ai pas vraiment visitée. Tu l'as vu? Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vraiment visité, mais Cronenbourg. Ouais, c'est un sacré morceau, ouais. Cronenbourg, parce que c'est juste, c'est énorme, quoi. Donc, pour ça... Tu vois, déjà, j'avais été bien loti chez Météor, qui est déjà une belle infrastructure comparée à la brasserie dans laquelle on se trouve, par exemple, où il y a quelques cuves. Voilà, ici, on est dans un truc à taille humaine, où il y a 2 personnes qui travaillent. Une brasserie où il y a 200 personnes qui travaillent, forcément, c'est autre chose. Quand tu te balades au pied des je sais pas comment ils appellent ça, c'est des tanks de fermentation, machin, les trucs, ils sont recouverts de, je sais pas quoi, de parpaing, de ciment, c'est incroyable, c'est assez grandiose. Après, oui, des brasseries que je rêve, déjà je rêve de toutes les visiter. Non, après, dans les plus populaires, je pense que je commence à avoir un peu fait le tour. Mais les populaires du moment, parce que la popularité, ça dure qu'un temps. Ouais. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, une brasserie, elle vend en poupe, que demain, ce sera aussi bien, je lui souhaite, mais rien n'est écrit. Quelques petites erreurs suffisent pour voir sa cote baisser, hein, c'est un peu comme en politique. Ça pardonne pas trop aujourd'hui les notes et les erreurs. S'il y avait un brasseur qui disait « Moi j'emmerde les consommateurs ». Oui. Bah, je pense que il tout le monde s'en fout. Hein. Il se fait recevoir. Bref. Ça dépend comment c'est amené. Okay. Ouais, non, une brasserie que je rêve de visiter. J'aimerais bien. En France ou ailleurs, hein, n'importe où dans le monde, dans l'univers, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des nuages dans notre galaxie qui sont faits d'alcool. Où tu veux. Non, je sais pas. Peut-être. Bon, après, ça fait trop consensuel. Non, je vais pas répondre à cette question. Alors dis-le avec une voix ASMR. Non. La brasserie, non. Si quelqu'un connaît cette brasserie. Bah, il faudrait la créer. Il faudrait la créer. Ok. Toi, comment je pourrais formuler ça? En tout cas, si tu visites toutes les brasseries qui existent, contacte le Guinness Book des records. Ah bah ouais, parce que non mais j'en ai pas fait, t'en as fait plus que moi, je pense. Je sais pas, ça prend du temps. Je sais pas, moi j'en ai fait, je sais pas, je dois être à 150 brasseries. Oh, c'est déjà pas mal, moi je t'avoue, j'ai pas compté, mais j'en ai fait un petit paquet. Mais les... J'ai pas fait un podcast à chaque fois, mais j'ai visité 150 brasseries, oui, en 3 ans, ouais, je pense. C'est déjà bien. Tu parlais de Untappd, justement. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux de la bière? Bah, il y a quoi à part Untappd? Je ne saurais pas te les citer parce que c'est vraiment un domaine auquel je ne m'intéresse pas du tout, parce que je passe suffisamment et beaucoup trop de temps sur mon écran et sur les réseaux malgré moi. Mais je sais qu'il y en a d'autres. Je sais qu'il y en a qui essayent de se lancer, des Français notamment. Après, voilà, le plus connu c'est Untappd. Moi, je dirais que... La notation des bières en général sur Internet, qu'en penses-tu? Sur Rate Beer, par exemple, aussi inclus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est hyper subjectif. Ouais. Moi, ce que je vais aimer, tu vas pas l'aimer, ou tu l'aimeras différemment. Je vais mettre 5, tu vas mettre 3. Enfin, on est là à Montpellier pour un concours de bière bio. Ce matin, à la table, on était 4 à déguster. Et voilà, alors... Parfois, ça se rejoignait, les notes se rejoignaient, mais quand il faut donner une note à partir de tout un tas de critères de dégustation, il faut aller vite. Tu te dis, attends, je mets quoi à cette bière? Je mets 14 ou je mets 15?
Ouais. Sur quoi ça se tient? Sauf que sur une table, 14 ou 15, ça te fait chuter le truc et ça a de l'influence. Là, ça n'a pas vraiment une influence mortelle, parce que tu vas te retrouver finalement sur 15 bières dégustées, tu vas donner 5 médailles ou 3 médailles. Voilà. Donc, il faut contenir son truc. Et puis, se laisser influencer sur ce qu'on doit boire, c'est quand même... Ouais. Après, oui, il faut dire qu'il y a un truc intéressant, c'est que tu vas te dire, ah bah tiens, cette brasserie dont tout le monde parle, je ne l'ai pas encore goûtée. Donc oui, je vais avoir envie de la goûter. Et j'en aurais peut-être jamais entendu parler s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux. Mais de là à avoir droit de vie, droit de mort sur une brasserie... Ok. Et puis je pense que si tu as une mauvaise expérience, que tu écris que tu as eu une mauvaise expérience, parce qu'en plus ce jour-là, la bière a été mal capsulée ou je sais pas quoi. Ça arrive. Voilà. Tu vas casser le travail d'un brasseur, d'une équipe, sur un mauvais ressenti. Ça m'était arrivé avec un brasseur à côté de chez moi, ça. Ouais. Je le croise sur un marché de Noël ou je sais pas quoi, fête des assos, et il me dit tiens, j'ai ma printemps, je t'en donne une, tu la goûteras. Je rentre avec ma 75 centilitres de printemps, je la mets au frigo, le lendemain je l'ouvre, et je lui dis mais ta bière est dégueulasse, elle a un goût de vinaigre. Shit happens. Et il me dit ah non, c'est pas possible, tu me racontes n'importe quoi, et j'ai dit attends, moi je te le dis par amitié. Le client lambda qui t'a vendu la même bière, il reviendra jamais te voir. Moi, je te le dis parce que je pense que c'est important que tu le saches. Non, mais c'est pas possible. Moi, je l'ai goûtée, elle est très bonne. Ah oui, mais s'il était têtu, en plus. Viens à la brasserie. Je vais à la brasserie. Il me sort une bouteille de sa printemps du frigo. On la goûte et je lui dis, mais ça, c'est pas ce que j'ai bu hier. Et il me dit, c'est pas possible autrement. Il y a un seul brassin. Bah, il suffit qu'il y ait une connerie qui tombe dans la bouteille. Et après analyse, ça aurait été une capsule mal posée. Et... Vois, donc sur une bouteille, tu fous le travail d'une équipe en l'air. Après, c'est une sur 5000. C'est ça. Bon. Sauf que quand tu vas dans un bar et qu'on te sert une bière qui n'est pas bonne, tu n'y reviens pas. Tu te dis, alors tu te dis quoi? C'est la brasserie qui a foiré? C'est la bière qui a mal été conservée, qui a mal été stockée, Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout quoi. si c'est tes amis qui kiffent la bière, qui te ramènent dans un bar pour te faire découvrir toute la palette aromatique et qui tombent sur un truc qui sent le cul de cheval, c'est sûr que... C'est dommage. Ouais. C'est dommage. Donc voilà. Non, après c'est ce qu'on dit à tous les juges dans les concours, on leur dit faites-vous confiance. Merci, au revoir. Et voilà, et on goûte, on aime, on n'aime pas. Après, elle le crie sur tous les toits, je suis pas sûr. Dans un cercle d'amis, familial, ouais, tiens, j'ai goûté ça, c'est bien, vas-y, goûte. Voilà. Mais après, sur les réseaux sociaux. Ok. Je dis ça, mais en janvier, Bière Actu a fait toutes les bières sans alcool pour oui, alors là, tu t'es lancé un challenge. Pour le Dry January. Tu l'as fait ou pas? Ouais. Bah, c'est un peu raté, là, quand même, ce matin. Je l'ai fait quoi? Le Dry January. Ah non, non. Attends, on est au mois d'août, il y a prescription, on peut le dire. Non, je l'ai pas fait. Non, déjà, les dégustations ont commencé, je dirais, dans la deuxième quinzaine de décembre. Ouais. Parce qu'évidemment, le 1er janvier, tu as autre chose à faire que d'aller déguster une bière. Et puis, il y a tout un temps de mise en place, parce qu'il faut contacter les brasseries, il faut que les brasseries t'envoient leurs échantillons. Ensuite, il faut faire les dégustations, il faut faire les photos, il faut rédiger, faire les choses intelligemment. Donc là-dessus, je travaille avec Dorothée Van Act, qui est biologue, et on se répartit le travail. Mais oui, en janvier, on a dégusté ensemble 31 bières. Belle performance. Et il y avait des choses extrêmement sympathiques. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'on fasse le test sur certaines bières, de les faire déguster à l'aveugle à un panel de juges pour avoir leur avis, tu vois. Pour voir s'ils découvrent que c'est des bières sans alcool, tu veux dire? Ouais. Ça a vraiment évolué aussi la qualité de ces bières-là. Ouais. Ouais, on a eu des belles surprises. On a goûté des trucs infects. Il y en a qu'on a refusé de chroniquer. Donc dans ces cas-là, parce que ça arrive, hein, soit parce qu'il y a un défaut sur la bière. Et à ce moment-là, on dit... C'est vrai que les bières sans alcool sont plus fragiles, parce qu'il n'y a pas d'alcool. Et puis quand tu ouvres la bouteille et que ça finit dans l'évier, si tu as eu l'intelligence de l'ouvrir sur l'évier, il n'y a plus rien à déguster. Ça fait un petit spectacle quand même. Donc dans ces cas-là, on fait quand même un retour au brasseur, en lui expliquant, voilà, on a eu un problème sur la bière,
Ou alors, si la bière est vraiment pas bonne, ce qui arrive aussi, on fait un retour en disant on veut pas vous. Notre but, c'est pas de dézinguer les brasseries. Donc, on préfère pas en parler. Ok. Voilà. Faites votre com autrement, mais voilà, on peut pas dire du bien d'un truc qui nous a pas plu, quoi. On va arriver à 1 heure, là. Le format, ça va être 1 heure. C'est vrai. Et oui, ça passe vite. Putain, et je trouvais qu'il faisait froid tout à l'heure, puis là, ça se réchauffe. Ça va. Parce qu'on est au mois d'août, hein. Exactement, on est au mois d'août, il fait jour très tard. Alors, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire, que tu aimerais rajouter, toi, d'une expérience ou d'un avis, ou juste une remarque que tu aimerais faire, tant qu'on est là tous les deux? Ah, de me fixer comme ça, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Non, mais là, c'est le projo. Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Est-ce que tu as juste, avant de finir la vidéo, est-ce que tu aurais une conclusion à faire? Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais dire ou un sujet dont on n'a pas parlé que tu aimerais aborder? Ouais. Je pense que la bière artisanale aujourd'hui en France est sur une pente ascensionnelle, mais ça, c'est une vérité de la palisse. Mais voilà, tout va dans le bon sens pour la bière artisanale. Je pense que les brasseries ont peut-être intérêt à rester c'est des acteurs régionaux. C'est des acteurs régionaux, et cet été, je vais partir en vacances et je serai content d'aller découvrir des brasseries que je ne connais pas dans ma région. Chercher à tout prix à exporter aux 4 coins de France, je suis pas sûr que ce soit... ça peut, mais voilà. Est-ce que c'est pas le destin forcé, quelque part, dans un monde capitaliste? En tout cas, j'imagine que les beer geeks influencent beaucoup ça. Parce qu'ils veulent la dernière, je sais pas quoi, Popin, ou ils la veulent. En fait, il faudrait que toutes les brasseries s'arrêtent à entre 5 et 10 000 hectolitres par an. Et ce serait très bien. Après, je sais pas, on n'a pas encore suffisamment de recul sur des brasseries qui sont montées comme ça et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées à devoir réduire la voilure. J'ai pas d'exemple comme ça en tête. Je crois pas. Regarde la débauche, ils ont passé les 10 000 hectos. Ouais. Et pourtant, on les trouve souvent partout, mais pas tant que ça non plus. Est-ce que ce serait le bon format? Est-ce que si 2500 brasseries françaises sont à 10 000 hectos, ça va pas saturer le marché? Je sais pas. En même temps, qui aurait la réponse? C'était je crois que c'est Alex, le gars de la Brewing Academy, là. Ouais. C'est ça, de Marseille? Pas à Marseille, en Normandie. D'accord. Enfin, je sais plus, donc je vais enlever ça. J'ai entendu dire un jour, on est un con. Je sais plus qui disait un jour que il y aura une saturation du marché brassicole en France le jour où il y aura autant de brasseries que de boulangeries. Ok. Alors, peut-être de pharmacie, parce que les boulangeries, ça va. Ça fait réfléchir, mais non, 2500 brasseries, il y a encore de la place. Après, je suis pas brasseur, je connais pas la réalité du marché à Montpellier ou dans telle ville ou dans telle... donc je suis un peu mal placé pour avoir une analyse plus précise que ça, mais je pense pas que le marché soit actuellement saturé. Non, il est pas. Après, quand on regarde dans les pays nordiques, ça commence un petit peu plus à se resserrer, mais merci beaucoup pour cette heure pile poil maintenant qu'on a passé ensemble. Et ben, je vais appuyer sur Derek et on est bon. C'était Olivier Malquira.